Maximum Beats. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, au sein de cette vidéo, je vous propose un petit exercice type bac dans lequel nous allons étudier les suites dites homographiques. Donc des suites un peu comme ceci, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ok. Donc je vais se mettre la vidéo en pause et essayer de chercher l'exo. Et ensuite, on va tout simplement corriger ensemble. Sur ce donc, c'est parti. On démarre tout de suite sans trop attendre avec la question numéro 1 où il s'agit de calculer juste les valeurs exactes de U1 et U2. Donc là, on y va tout de suite. U1 c'est quoi? C'est égal à U0 divisé par U0 plus 4. Ok, là je dois remplacer N par 0. Et ça me donne quoi? U0 c'est 1. Donc ça fait 1 divisé par 1 plus 4. Ceci nous donne 1 cinquième. Ok, bon pour 1 c'est top. Maintenant on calcule U2. U2 ce coup-ci je remplace N par 1. Donc ça fait U1 divisé par U1 plus 4. On remplace tranquillement. Donc ici c'est 1 cinquième divisé par 1 cinquième plus 4. Alors là, la petite astuce, c'est de voir qu'on peut multiplier au numérateur et au dénominateur par 4. Donc là, ce que je vais faire, par 5, pardon. Comme ça, je ne vais pas me casser la tête. Je multiplie au numérateur et au dénominateur par 5. Comme ça, je vois ce que ça me donne. Au numérateur, du coup, 1 cinquième fois 5, il reste 1. Au dénominateur, donc j'ai 1 cinquième fois 5, il me reste 1. Plus 4 fois 5, 20. Ok, ceci me fait 1 sur 21. Nickel. Et ça, ceci est la valeur de U2. Voilà, donc on a terminé pour les calculs déterminés sur la suite. Donc pareil, vous voyez, c'est toujours le même principe dans le sujet type bac. Dès que vous avez des suites, la première question, ça commencera souvent comme ça, c'est-à-dire calculer et déterminer sur la suite. Donc ces questions-là, il faut surtout pas les louper. Et notamment, je pense là, à cette étape-là, faites bien gaffe. Ok, quand vous remplacez dans une formule de récurrence par les termes que vous avez trouvés, faites bien gaffe à tout simplement avoir les bonnes choses. Et là, pareil, faites bien les calculs correctement. Voilà, donc ça c'était pour la première question tranquille. Question 2, là déjà un peu moins tranquille. On veut démontrer que pour tout N, la suite est à valeur strictement positive. Donc là, vous allez me dire, ouais, bon, comment on peut faire ça? En fait, une technique évidente, que vous trouverez évidente au cours du temps, c'est que là, quand vous voyez ce genre de question, vous dites récurrence. Et là, ce que nous allons faire, parce qu'on n'a pas de formule explicite de UN, on a une formule justement de UN définie par récurrence. Et donc, l'idée, c'est que, on connaît le premier terme. Et si on suppose que la suite est positive à partir d'un certain moment, on peut démontrer à partir de la formule de récurrence, justement, que le terme suivant sera strictement positif. Ce qui nous emmène justement à faire une récurrence. Donc, c'est pour cela qu'on va noter Pn, la propriété suivante, qui dit que pour tout n, tout simplement, la suite UN est strictement positive. Donc, soit cette propriété-là à démontrer pour tout n dans l'ensemble des entiers naturels, pour tout n appartenant à n. Donc on veut démontrer cette propriété-là. Donc on précise comment, on va faire ici par récurrence. Alors ici je ne précise pas le mode de récurrence, mais pour ceux qui sont en études sup, vous avez dû voir, ou vous verrez dans les semaines à venir, qu'il y a différents modes de récurrence. Donc il y a la récurrence simple, ce que nous faisons, mais il y a deux types de récurrence. On peut faire des récurrences doubles et des récurrences fortes, en particulier. Voilà, mais bon, en termes là, vu qu'on fait que la récurrence simple, c'est pour ça, du coup, je précise pas. Mais après, en études sup, on peut un petit peu préciser. Bon, la récurrence, on se rappelle, c'est toujours 3 étapes. D'abord, on a l'initialisation, où on teste la propriété pour n égale à 0. Ok, donc initialisation, on teste P0. Alors oui, petite question qui peut être intéressante, c'est est-ce que dans une copie, c'est bien mettre initialisation, hérédité, tout ça comme je fais? Oui, il faut, parce que tout simplement, en fait, ça permet de voir, le correcteur, ça lui permet de voir si vous avez structuré le raisonnement. Et c'est pratique. Donc là, pour n égale à 0, il n'y a rien à faire. On dit que U0 c'est égal à 1, et 1 c'est strictement positif. Et donc, ça veut dire que la propriété est vraie aura n égale à 0. Donc, d'où P0, vrai. Bon, maintenant, hérédité. Donc là, vous allez voir, l'hérédité, elle va se rédiger toute seule, pour le coup. Alors, soit n appartenant à n, donc soit n en entier naturel, en clair. On suppose la propriété vraie en rang n. Donc on suppose Pn vrai. Donc ça veut dire quoi Pn est vrai? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, on a un qui est strictement positif. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'est-ce qu'on veut aboutir. Donc on veut montrer que Pn plus 1 l'est aussi. Donc Pn plus 1 l'est aussi, c'est-à-dire... Alors je vais écrire un petit peu aussi.
C'est-à-dire que, bon, en fait, on a la même chose, mais avec n plus 1. Donc, c'est-à-dire un plus 1 également strictement positif. Ok, donc on va montrer que si la propriété est vraie au rang n, elle est forcément vraie au rang n plus 1. Bon, bah, là, on se casse pas la tête. Vous voulez démontrer une inégalité. Je vous ai toujours dit, quand on veut démontrer une inégalité, on se casse pas la tête, on part de l'hypothèse de récurrence. Bah, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir de l'hypothèse de récurrence. Donc là, par hypothèse de récurrence, que les profs par moi abrègent en HR, mais qu'il ne faut pas abréger en HR. C'est pour ça que je me force à l'écrire entièrement ce mot. Parce que dans une copie de bac, il faut écrire le mot en entier. Donc par hypothèse de récurrence, donc ici c'est PL, si on veut être très précis. Bon, en fait, on a UN qui est strictement positif, d'une part. Donc ça, c'est règle le problème du numérateur. Au dénominateur, j'ai quoi? J'ai du UN plus 4. Donc, on peut rajouter. Or, 4, c'est strictement positif. Donc, bah, en fait, quand un nombre positif, j'ajoute 4 qui est encore positif, c'est encore strictement positif. Donc, en fait, on a également UN plus 4 qui est strictement positif par transitivité. Parce que la somme de deux termes strictement positifs, c'est encore strictement positif. Et enfin, bah, du coup, par quotient, comme je fais un quotient de réels qui sont strictement positifs, UN plus 1, c'est en effet égal à UN qui est strictement positif divisé par UN plus 4 qui est encore strictement positif. Et ben en fait, je trouve que par quotient, le quotient est strictement positif. Donc, bah, finalement, ça conclut l'hérédité. Donc, d'où Pn plus 1 vrai. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, quand on veut démontrer l'inégalité, c'est souvent le même principe. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse de récurrence. Comme là, on n'a pas de fonction qui me permet facilement passer de UM à UM plus 1. En fait, s'il y en a une. Mais on n'a pas d'informations sur cette fonction. On ne sait pas si elle est croissante ou décroissante. Donc là, bon, vu que l'idée, c'est tout simplement, vu que l'idée, c'est de démontrer une inégalité et qu'on n'a pas forcément d'informations sur une fonction bien choisie, du coup, eh ben, on fait comme ça. C'est-à-dire, on essaie de bricoler autour de l'égalité. Pareil, il y aura un autre exo, donc là, ça sera peut-être dans 2 ou 3 vidéos. On verra comment ça se passe quand on va faire une récurrence, mais avec une fonction qui est cachée. Donc, on a que la propriété vraie au rang n plus 1. Donc, conclusion, bah, la propriété initialisée au rang n égale à 0, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n. Voilà. Donc, c'est nickel pour la récurrence. Question numéro 3. Démontrer que la suite UN est strictement décroissante. Non, on dit juste décroissante. Bon, ok. Donc, démontrer que la suite UN est décroissante. Bon, bah là, l'idée est la suivante. Hein. Pour démontrer qu'une suite est décroissante, on va tout simplement étudier son sens de variation. Ok. Donc, on va étudier son sens de variation en calculant la différence entre deux termes consécutifs. Donc, pour tout n, on a que UN plus 1 moins UN, c'est égal à quoi? Bon, bah, UN plus 1 se remplace par sa formule. Hein, qui est donné par la relation de récurrence suivante. UN plus 1, c'est égal à UN divisé par UN plus 4. Et à ça, bah, je retire UN. Ok. Ensuite, bah, là, on a deux fractions, en quelque sorte. Il faut les mettre au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Ok, donc là, la deuxième, juste, je multiplie par UN plus 4 au numérateur et au dénominateur. Comme ça, j'ai pas de problème. Du coup, en faisant les calculs proprement, le dénominateur, c'est UN plus 4. Ok. Au numérateur, je vais avoir UN moins UN, facteur de UN, plus 4, comme ceci. Ok. Là, bon, surtout, on ne fait pas de bêtises. On distribue tranquillement le UN sur le UN et le UN sur le plus 4. Et comme j'ai dit moins à chaque fois, il va y avoir des moins au numérateur. Donc, j'ai moins UN au carré, moins 4 UN, divisé par UN plus 4. Hop. Ok. Maintenant, bon, on réduit un petit peu. J'ai UN moins 4 UN, ça fait moins 3 UN. Et donc après, j'ai ajouté à ça UN carré, moins UN carré. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va factoriser par moins UN. Et donc après, bon, on va voir ce qui reste. Il va donc nous rester encore UN. Et à ça, il nous reste 3. Divisé par UN plus 4. Ok, et là maintenant, on va servir du fait que UN, c'est une suite de réels strictement positifs pour pouvoir étudier le signe de cette différence-là. Bon, déjà le numérateur, bah, comme on a dit, UN c'est une suite de réels strictement positifs. Donc, bah, par transitivité, plus que 3, c'est strictement positif en fait. Et bah, on utilise la même règle que tout à l'heure finalement. Quand on additionne deux nombres strictement positifs, la somme est encore strictement positive. Donc,
j'ai UN plus 3 qui est strictement positif. Le dénominateur, on l'avait déjà traité aussi. On avait dit que UN plus 4, c'était strictement positif, d'après l'hérédité fournie à la question numéro 2, lorsqu'on a fait la récurrence. UN bas, par justement la question 2, on a démontré que c'est une suite à terme strictement positif. Donc en fait, si je ne prends pas en compte le moins, bah, tout ce bloc-là, par produit et quotient, il est strictement positif. Comme je multiplie ici par moins 1, qui est négatif, strictement, et ben en fait, un produit de nombre positif par un nombre négatif, d'après la règle des signes, ça me donne un nombre négatif. Donc, conclusion, cette différence-là est de signe négatif. Okay, donc, je vais un peu expliquer tout ce que je viens de dire oralement à l'écrit, et du coup, on va pouvoir en déduire que la différence est négative. Et comme on a une différence entre deux termes consécutifs qui est négatif, la suite est décroissante. Et donc, c'est gagné. Donc, voilà un peu les grandes idées clés qu'il faut avoir en tête pour cette question. Donc, on passe à la suite. On justifie que la suite UN converge vers un centre réel L que l'on va préciser. Alors oui, du coup là, ça fait intervenir un théorème que vous avez soit déjà vu ou soit pas encore vu, mais vous verrez un peu dans l'année. Donc, on va voir comment on fait ça. Mais tout d'abord, on va justifier que la suite UN est convergente. Ça, c'est plus facile en général. Donc, question numéro 4. En fait, on a... Ah oui, j'ai oublié de conclure. Conclusion, UN est décroissante. Sinon, on va pas voir ce qu'il faut faire. Surtout qu'on a vraiment besoin pour la suite. Alors, du coup, on a trouvé que la suite UN était décroissante. C'est une suite à terme positif, donc, autrement dit, minorée par 0. Conclusion, d'après le théorème de la convergence monotone, en fait, on a que tout simplement UN est convergente. Parce que suite décroissante et minorée, c'est une suite qui converge d'après le théorème de convergence monotone. Donc voilà. Voilà. Donc, voilà vraiment le théorème clé à avoir en tête. Dès que vous avez une suite décroissante minorée, ou même, bon, ça rappelle croissante majorée, il faut toujours avoir en tête ce théorème de convergence monotone qui vous assure que la suite, dans ce cas de figure, converge. Ok? Alors, oui, petit point vocabulaire. Le fait de dire qu'une suite est convergente ou qu'une suite converge vers un certain réel, en fait, c'est la même chose, fondamentalement. Parce que vous allez dire, ouais, mais tu as écrit convergente. L'énoncé disait de montrer qu'elle converge. Bon, c'est la même chose. Ok? Bravo. Alors maintenant, on va déterminer la valeur. Et c'est là où ça fait intervenir donc un théorème qu'on n'a pas encore bien vu, mais que vous verrez un petit peu plus tard dans l'année pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ok, ne vous inquiétez pas, c'est au programme du bac, donc les profs seront obligés de la traiter ce théorème. Alors l'idée c'est que maintenant, on va essayer de trouver la limite par un théorème qui n'est pas forcément évident au départ. Donc l'idée ça va être la chose suivante. C'est que pour tout n, donc là c'est à peu près toujours la même démarche en fait qu'il faut avoir en tête. Là, pour trouver la limite de la suite, il va falloir trouver d'abord un encadrement sur la valeur de la limite, savoir à peu près elle est où. Ok, comme ça, par exemple, si je trouve une limite égale à 2,4, je peux répondre si c'est absurde ou non. Ok. Donc, pour tout n, en fait, on a que un, on a dit c'est une suite à terme strictement positif. Et un est décroissante. Donc, en fait, en particulier, en fait, j'ai tous les termes qui seront plus petits que le premier, logiquement, puisque ma suite est décroissante. Donc, en fait, je vais pouvoir en déduire l'encadrement suivant. 0, strictement plus petit que un, inférieur ou égal au premier terme, U0 qui est égal à 1. Ok? Donc, on a cet encadrement-là qui est vérifié. Donc, ensuite, par passage à la limite, donc là, on a une inégalité. Cette inégalité, je vais passer à la limite. Ok? Puisque, on a dit que la suite UN a été convergente. Ok? Elle converge vers un certain réel L. Ok? Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un passage à la limite de l'inégalité. Donc, par passage à la limite dans l'inégalité, on a la chose suivante. Inégalité. Ici, alors là, il ne faut surtout pas se tromper. Ici, l'inégalité large, elle est conservée. Donc, on aura L qui est inférieur ou égal à 1. Et là, au départ, on avait une inégalité stricte entre 0 et un. C'est-à-dire que tous les termes étaient strictement plus grands que 0. Et quand on passe cette inégalité à la limite, en fait, on a L qui est plus grand ou égal à 0. Donc là, on fait super gaffe. Les inégalités larges, quand on y passe à la limite, ça reste des inégalités larges. Par contre, en revanche, les inégalités strictes, quand on y passe à la limite, ça devient des inégalités larges. Et pour vous montrer ça rapidement sur un exemple, prenez la suite 1 sur n. La suite 1 sur n, c'est une suite de réels strictement positifs. Pourtant, la limite est égale à 0. Donc, c'est vraiment
le pourquoi, en fait, quand on passe à la limite, toutes ces inégalités, qu'elles soient larges ou strictes, deviennent larges. Ok, c'est la raison du pourquoi. Donc, on a ça par théorème de passage à la limite d'un inégalité. Donc, ça nous donne un encadrement sur la limite. Et maintenant, on va utiliser une chose. On va utiliser que pour tout n dans n, en fait, un, c'est un plus 1, c'est une certaine fonction de un. C'est f de un. Ou la fonction f qui a x associé, x divisé par x plus 4, est continue. Alors, ça, vous verrez ça un peu plus tard. Elle continue, pourquoi? Parce que c'est un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Sur l'ensemble, donc moins 4 plus infini. Moins 4 exclu. Donc ici, elle continue, tout simplement sur l'intervalle indique moins 4 plus infini, en tant que quotient de fonction continue, ok, ou en tant que fonction rationnelle. Donc on va le rajouter en tant que fonction rationnelle, ou même on peut faire mieux, parce qu'en fait, comme on n'a que des fonctions affines, un quotient de deux fonctions affines, on appelle ça aussi une fonction homographique. Ok, donc en tant que fonction homographique, c'est très bien. Voilà, si vous avez le vocabulaire, c'est cool, sinon vous mettez fonction rationnelle, mais en tout cas, voilà. Graphique. Et donc du coup, comme elle est continue sur cet intervalle-là, en particulier, la fonction f est continue en L. Elle continue en la limite. F continue en L. Conclusion, si f est continue en L, là on peut appliquer un merveilleux théorème. On peut appliquer le théorème du point fixe. Et oui, parce que comme on a la continuité de la fonction à L, quand on passe à la limite cette égalité-là, en fait, on va voir la chose suivante. D'après le théorème du point fixe, le théorème du point fixe, on a que notre réel, elle vérifie cette équation-là. Elle va vérifier f de L égale à L. Okay, on passe à la limite dans cette égalité, comme je vous l'ai dit. Et comme on a la continuité de la fonction en L, la fonction f en L, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, on va avoir L ici et on va avoir L là. Mais du coup, on va avoir, entre guillemets, f de L égale à L. Et donc là, maintenant, l'étape qui suit, c'est vraiment résoudre l'équation comme des bosses. Ok. Donc là, maintenant, on résout cette équation-là. Donc, on va dire pour tout x appartenant à l'intervalle moins 4 plus infini. Ok. Bon, en vérité, on pourrait faire sur R privé moins 4, ça marche aussi. Mais bon, vu que la limite, elle est entre 0 et 1, je vais pas me casser la tête à prendre tout R, en fait. Privé de moins 4. Vous pouvez même prendre juste moins 4 plus infini, c'est plus intéressant. Voilà. Donc là, bon, ça, c'est au bon goût de chacun. Donc, on résout l'équation f de x égale à x. Autrement dit, on trouve le point fixe de la fonction f. Donc, f de x égale à x, si seulement si, on a x divisé par x plus 4 qui est égal à x. Là, on va tout simplement retirer cette quantité-là. Ça fait x facteur de x sur x plus 4. Là, égal à 0. Là, même principe. Vous avez deux fractions additionnées. Pour les additionner, on les met au même dénominateur. Ça fait x facteur de x plus 4 moins x divisé par x plus 4. Ok, égal à 0. Et là, encore une fois, même principe. Ça nous donne quoi? Ça nous donne x au carré plus 4x moins x, donc 3x, égale, sur x plus 4 plutôt, égale à 0. Ah oui, j'avais pas vu, on aurait pu aller un peu plus vite à cette étape-là. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. On aurait pu directement ici, en fait, factoriser par x. Et on va voir la factorisation, mais c'est pas grave. J'ai pas vu, c'est comme ça. On va la faire ici, la factorisation par x. Et donc ici, quand on factorise par x, on va avoir x facteur de x plus 3 divisé par x plus 4 égale à 0. Ok, j'ai un quotient qui est nul. Un quotient est nul, c'est seulement si le numérateur est nul, mais le dénominateur n'est pas nul. Donc en fait, on a x plus 4 différent de 0. Ok, et on a le produit qui est nul. Et là, on va avoir deux cas. Un produit est nul, si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Bon, cette règle que je viens de citer, qu'on appelle tout simplement l'intégrité de R, et ça marche parce qu'on est dans R. Ça a marché l'an prochain, ça a marché cette année pour ceux qui font maths expert, pour tout ce qui est complexe. En revanche, justement pour ceux qui font maths expert, vous avez découvert un nouvel objet qui s'appelle les matrices. La règle que je viens de citer n'est plus vraie. Donc du coup, il y a deux choses, soit x égale à 0 et en même temps x plus x différent de moins 4, ou bien on a x qui est égal à moins 3, mais là je suis un peu vite, x plus 3 égale à 0, ça revient à dire que x égale moins 3. Et en même temps, on doit avoir
x différent moins 4 toujours. Donc, a priori, les deux solutions, c'est 0 et moins 3. Mais on a dit, la limite, c'est égal. Elle est comprise entre 0 et 1. Moins 3, bah, il appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc, en fait, bah, la seule solution possible pour la limite, c'est 0. Donc, voilà, toujours le même principe. Hein. Quand on veut, pour ce genre de questions, on vous demande de trouver la limite d'une suite définie par récurrence. La plupart du temps, ce sera comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment penser à passer par la fonction, à faire toute la démarche que je vous ai expliquée. C'est-à-dire, dans le premier temps, bah, on utilise l'information qu'on a sur la suite. Donc, le fait, son sens de variation, le fait qu'elle est minorée ou majorée, pour avoir un encadrement sur la limite. Ok, qui est là. Une fois qu'on a un encadrement sur la limite, bah, maintenant, on utilise le fait que un plus 1 est défini par une relation de récurrence. Et que cette relation de récurrence, en fait, fait intervenir une fonction qui dépend du terme précédent. Ok. Cette fonction en question, bah, faut dire qu'elle est continue sur un certain intervalle qui contient L. Donc ici, bah, j'ai pris moins 4 plus infini, par exemple, ça marchera bien. Bon, vous pouvez préciser pourquoi. Et bah, une fois que vous avez dit tout ça, vous dites que vous appliquez le théorème du point fixe pour dire que L est solution de cette équation-là. Et après, bah, la dernière étape consiste à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire résoudre pas à pas et sans se tromper l'équation f de x égale à x. Ok, en éliminant bah, les solutions qui ne marchent pas et en expliquant pourquoi elles ne marchent pas. Ok, bravo. Donc là, bon, l'explication elle peut être plus ou moins rapide, mais il faut quand même le dire pourquoi ça marche pas. Bon, allez, on revient sur les questions plus classiques maintenant, qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. On a une autre suite, donc qui paraît un peu chelou, mais en soi, ça se fait. Donc, question 5, soit Vn, la suite définie par la chose suivante, bah, on la définit pour toute n de la manière suivante, c'est-à-dire que Vn, c'est égal à 1 plus 3 sur Un. Alors, on peut se demander, ouais, mais est-ce que la suite est bien définie? Bah, en fait, oui, elle est très bien définie parce que Un, on a dit qu'elle est strictement positive. Donc, on a le droit de diviser par Un. Bon, ok, pourquoi pas. Maintenant, mais c'est bien de se poser la question. Parce que parfois, bah, il faut le dire. Mais là, Un est strictement positif, donc on n'a pas de problème de définition. Donc ici, le but, c'est de montrer que Vn est géométrique. Donc là, comment on fait pour montrer qu'une suite est géométrique? Et ben l'idée, c'est de remplacer tous les n par n plus 1. Et on bricole pour arriver à avoir quelque chose, soit Vn. Ok? Là, c'est fini le temps où vous faisiez un rapport entre deux termes consécutifs. Parce que potentiellement, ce rapport peut être nul. Bon, là, je vous certifie que ça marche. Que le rapport entre les deux termes de cette suite ne sera pas nul, puisqu'on additionne des termes strictement positifs. Mais quand même, là, maintenant, il faut éviter de faire ce genre de choses. C'est pas le plus évident à faire. Donc, pour tout n dans n, on calcule Vn plus 1, comme des grands bourrins. Ceci est égal à 1 plus 3 divisé par Un plus 1. Mais Un plus 1, j'ai une formule qui me permet de définir Un plus 1 par récurrence. Donc, c'est 1 plus 3 fois la chose suivante. Alors, Un plus 1, on sait que c'est Un divisé par Un plus 4. Donc, quand j'en fais l'inverse, on va avoir Un plus 4, Un plus 4 comme ceci, divisé par Un. Ok, bon, ça semble plutôt pas mal. On semble plutôt bien parti. Maintenant, l'idée, ça va être de bricoler encore un petit peu pour arriver à ce qu'on veut. Ok, donc là, ce que je vois, j'ai 1 plus 3 fois la chose suivante. Alors, en fait, là, je vais faire le procédé inverse. Habituellement, pour additionner les fractions, je dis toujours, il faut mettre au même dénominateur, puis on additionne le numérateur. Bon, là, ce que je dis, je vais tout simplement casser ma fraction en deux. Donc, je vais dire, c'est Un sur Un, plus 4 sur Un. Et en fait, Un sur Un, c'est 1. Et j'additionne à ça 4 sur Un. Ok. Une fois que j'ai fait ça, bah, je suis pas trop loin du but. Hein. Je suis vraiment pas si loin que ça. On va tout simplement distribuer le 3 à tous les éléments de la parenthèse. Donc, je vais avoir 1 plus 3 qui fait 4, plus 4 fois, 3 fois sur Un. Ok, je vais tout factoriser par 4 et vous allez voir, on a gagné. Ok, je vais carrément mettre du bleu. Parce que c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. On a 1 plus 3 sur Un. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la définition de Vn, en fait. Voilà, donc là, on a tout bêtement démontré que Vn, elle est géométrique. Et on a même trouvé sa raison. Sa raison, c'est 4. Donc Vn plus 1, c'est exactement égal à 4 fois Vn. D'où Vn est géométrique. Alors, Vn est géométrique de raison Q égale à 4. Et moi, je vais aller un peu plus loin, même si l'énoncé ne demandait pas. Je vais aussi préciser le premier terme. Bon, en vrai, l'énoncé ne demandait pas non plus de préciser la raison, mais vous voyez,
quand on veut montrer qu'une unité géométrique, prenez toujours l'habitude de préciser raison et premier terme, parce que souvent, ça va vous servir pour la question d'après. Ok, donc Vn est géométrie de raison Q égale à 4 et de premier terme. Donc là, on le calcule, V0 égale à la chose suivante. V0, c'est 1 plus 3 sur U0, c'est-à-dire 1 plus 3 divisé par 1, c'est-à-dire 4. Ok. Bon, et on peut même, du coup, de ce fait, établir la formule générale pour Vn. Donc, la formule du terme général de Vn, c'est quoi? Bah, c'est le premier terme, donc 4 fois la raison, donc 4 à la puissance n. Donc, en fait, c'est 4 fois 4 puissance n, autrement dit 4 puissance n plus 1. Donc, ceci est égal à Vn. Ok. Bon, maintenant, question numéro 6, bah, comme je l'ai dit, là, l'idée, ça va être de revenir à un, donc de trouver l'expression du terme général de un. En fait, on va démontrer que c'est exactement égal à 3 divisé par 4 puissance n plus 1 moins 1. Ok. Bon, bah, là, on s'embête pas. Donc, pour tout n dans n, on va repartir de la formule qui permet de définir Vn. Donc, on a que Vn, c'est égal à 1 plus 3 sur un. Je vais resserrer 1 à cette égalité-là. Donc, du coup, on va voir 3 sur un qui est égal à Vn moins 1. Et je vais inverser. D'où, pour tout n, dans n, on a un qui est égal à... Alors, je vais inverser l'égalité et je multiplie par 3. Donc, ça va faire 3 divisé par Vn moins 1. Et après, bah, Vn, j'ai la formule. C'est 4 puissance n plus 1 moins 1. Donc, Vn est bien égal à ce qu'on voulait. Alors là, juste préciser d'après Q5. Ok, c'est d'après la question 5 que j'ai déjà fait. Donc, je ne le refais pas. Ok, si vous voulez le refaire, vous pouvez. C'est toujours bien vu. Mais sinon, précisez d'après quelle question vous avez la formule. Ça marche bien. Alors oui, juste une petite... Enfin, comment dire, une petite précision. Quand je divise ici par Vn moins 1, il faut préciser, car pour tout n dans n, bah en fait, Vn c'est égal à quoi? C'est égal à 4 puissance n. Ok? 4 puissance n plus 1. Sinon, si c'était 4 puissance n, on avait un problème. Voilà. Donc c'est 4 puissance n. Et donc, Vn moins 1, c'est 4 puissance n plus 1 moins 1, qui est strictement plus grand que le plus petit des termes en fait. Parce que 4 puissance n, c'est une suite géométrique strictement croissante. Donc elle sera plus petite que son premier terme. Son premier terme, c'est 4 puissance 1, qui fait 4. 4, vous retirez 1, ça fait 3. Et 3, bah, c'est strictement positif. Ok? Donc du coup, bah, ça marche bien de diviser par Vn moins 1. Donc là, bon, c'est vrai, j'avais oublié, et une petite précision à part, il faut bien préciser pourquoi on peut diviser par Vn moins 1. Il faut le préciser parce que tout simplement, ce terme-là est jamais nul. Si bah, à un moment donné, ce terme était nul, on aurait un petit problème. Donc il faut toujours préciser pourquoi vous divisez. Donc là, maintenant, on veut retrouver la valeur de la limite établie à la question numéro 4, à l'aide de ces formules explicites. Donc là, bah, c'est très simple. Hein. On a 4 qui est strictement plus grand que 1. Donc, bah, en tant que suite géométrique, on a que la limite pour n qui tend à l'infini de 4 puissance n plus 1, bah, c'est égal à plus infini. Par somme, bah, en fait, limite pour n qui tend vers l'infini de 4 puissance n plus 1 moins 1, ça tend encore vers l'infini. Et par inverse et produit, inverse parce que tout simplement, je fais l'inverse, et produit parce que je multiplie par 3, et produit, et ben en fait, on a que la limite pour n qui tend vers l'infini de 3 sur 4 puissance n plus 1 moins 1, ceci tend vers plus 0. On peut n dire 0 plus. Ok, voilà. Donc ça, c'est nickel, c'est exactement la valeur qu'on a établie précédemment. Question 8. Donc, justifie qu'il existe un sentier entier n0, tel que pour toute n supérieure ou égale à n0, on a un qui est strictement inférieur à 10 puissance moins 4. Bon, en réalité, ça, c'est la définition de la limite. C'est la définition, certes, un peu abstraite, mais c'est la définition de la limite. Ok. Donc là, bah, comment on peut rédiger ça? Et ben, on peut dire, prenons epsilon égale à 10 puissance moins 4. Bah, par définition, la limite de la limite, comme en fait un, non, limite, je vais mettre, parce que je n'ai pas encore envie de vous écrire ça,
ça, on l'écrira plutôt en étude sup. Donc, comme la limite de un en l'infini, c'est 0, alors, il existe un certain antinaturel n0 tel que si vous dépassez n0 et que vous êtes égal à lui, et ben en fait, la valeur absolue de un moins 0, bah, c'est tout simplement inférieur à 10 puissance moins 4. Ok. Autrement dit, bah, valeur absolue de un, c'est-à-dire, bah, il existe n, un antinaturel n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, bon, on est ça. Or, bon, on a dit que pour tout n, la suite un est strictement positive. Donc, valeur absolue d'un nombre strictement positif, c'est lui-même. Donc, il existe un antinaturel n0, tel que bah, pour tout n, qui est plus grand que n0, en fait, on a un qui est inférieur strict à 10 puissance moins 4. Ok, voilà. Bon, la suite, donc, on veut savoir que donc là, ce coup-ci, on fait un programme en Python. Ce programme, il est très classique. Hein. Donc, limite, enfin, je ne veux pas dire apprenez-le par cœur, mais je dis les réponses à ce type de questions-là, essayez de mémoriser un petit peu leur signification et de bien comprendre, surtout, parce que bah, ce genre de questions, comme je vous dis, ça revient très souvent en bac. Ok. Et en particulier, ce programme-là, depuis quelques années, ils aiment bien le mettre, ce type de programme. Donc, on a ce qu'on appelle un algorithme de seuil. Et en fait, on veut savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise seuil de 0,0001. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, je vous explique quand même le programme pour ceux qui l'auraient jamais vu de leur vie. Je vais le copier pour la peine. Ok. Alors, l'idée est la suivante. C'est que vous avez ce magnifique programme. Qu'est-ce que vous faites sur cet algorithme de seuil? Comme je dis, bah, il y a plusieurs choses. D'abord, comme je disais, enfin, comme on a vu dans la précédente vidéo, on a toujours nos conditions initiales qui correspondent ici au terme initial de la suite et au rang initial. Le rang n égale à 0. Après, bah, qu'est-ce qui se passe en fait pour notre algorithme? Bah, il se passe que tant que u est plus grand qu'une certaine valeur ici alpha, alors ici, dans cette question, donc alpha égale à 0,001. Ok? Donc, notre question. Donc, en fait, tant que u est plus grand ou égal à cette valeur de alpha, et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, l'algorithme va calculer la valeur suivante de un. Il va ajouter 1 au rang et il fait ça jusqu'à arriver à la dernière valeur où un est strictement plus grande ou égale à alpha. Et dès lors où je ne suis plus grand ou égal à alpha, bah, je renvoie la dernière valeur qui était supérieure ou égale à alpha. Donc en fait, bah, seuil 0,001 renvoie le plus grand entier n tel que, en fait, on est un qui soit supérieur ou égal à 0,001. Tout simplement. Ok. Pareil, bon, on peut, enfin, si vous voulez, vous pouvez fouiller sur vos calculatrices, voir si quelle est la valeur que le programme va vous renvoyer. Mais il va vous renvoyer une valeur finie. Ok. Vous pouvez fouiller à l'aide de vos calculatrices. Alors, quand je dis fouiller à l'aide de vos calculatrices, vous ne retapez pas le programme. En fait, dans vos calculatrices, il y a un menu. Bon, là, j'ai pas la menu sur moi, super. Mais il y a un menu dans lequel vous pouvez taper la définition de la suite exacte par récurrence. Ok. Donc, c'est-à-dire, vous tapez le terme initial, vous tapez la formule de récurrence. Et comme ça, vous pouvez voir après dans le tableau valeurs quelles sont les valeurs prises par la suite. Et ainsi, bah, vous pouvez voir la valeur en particulier, la plus grande valeur de n qui satisfait cette condition-là en fait. Ok. Ça, c'est au cas où si on vous la demande. Et une dernière question, donc là, pareil, un classique. Que se passe-t-il si on saisit seuil de bêta, où bêta, c'est un nombre strictement plus petit que 0? Bah, en fait, là, ce qui va se passer, il va se passer la chose suivante. Bon, les conditions initiales, c'est toujours les mêmes. Ok. Donc, je vous disais, les conditions initiales, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que bah, on a la première valeur de un qui est la même. Le rang initial, c'est toujours le même, on commence à 0. Et en fait, bah, la boucle, on va avoir un problème. Parce que tant que un est plus grand que bêta, ce coup-ci, bah, on va calculer les termes suivant la suite, on va augmenter devant le rang. Sauf que, bah, si vous vous rappelez de la question numéro 4, lorsque j'ai encadré la limite de un, et avant d'encadrer la limite de un, en fait, j'ai encadré tous les termes de un. Tous les termes de un, on les a encadrés entre 0 et 1. Si vous prenez bêta qui est strictement plus petit que 0, ben en fait, comme tous les termes de la suite sont strictement plus grands que bêta, qui doit être strictement plus petit que 0, et ben là, cet algorithme, cette boucle,
elle va se réaliser de manière indéfinie, ok? Parce que tous les termes sont plus grands que bêta. Donc, bah, cette condition-là ne va jamais se réaliser là. Ok? Enfin, cette condition, plutôt, elle va tout le temps se réaliser et elle va jamais s'arrêter. Ok? Donc là, la boucle est infinie. Et bah, c'est à cause de ce genre de programme que les PC flanchent, tout simplement. Donc évitez de créer des programmes avec des boucles infinies, s'il vous plaît, les gars. Sinon, il n'y a plus de PC. Bon, après, entre nous, en général, les gens qui font ça, c'est des gens d'informatique. Donc en général, ils sont calés. Donc ça arrive, ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Voilà donc l'idée. Hein. Donc si on prend bêta qui est strictement négatif, bah, en reprenant l'encadrement de la question 4, en fait, on a que tous les termes sont strictement plus grands que 0. Et comme bêta est strictement négatif, bah, par transitivité, on a cette inégalité-là concernant UN et bêta. Et du coup, bah, par conséquent, lorsqu'on va saisir celle de bêta, dans le cas où bêta est strictement négatif, en fait, la boucle se déroule de manière indéfinie. Voilà, c'est tout pour ce sujet-là. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bien le savoir en mathématiques et en sciences.